Je suis le père Brice de Malherbe, je suis prêtre du diocèse de Paris et notamment parmi mes missions, je suis professeur à la faculté de théologie Notre-Dame, ici même au Collège des Bernardins, et co-directeur du département d'éthique biomédicale, un département de recherche, avec le docteur Véronique Lefebvre-Desnouettes. Je suis donc Véronique Lefebvre-Desnouettes, je suis à la fois psychiatre et gériatre. Je suis docteur en philosophie pratique et éthique médicale à l'université Gustave Eiffel et j'ai la joie de co-diriger le département de recherche d'éthique biomédicale avec le père Brice de Malherbe depuis 2 ans maintenant. Alors la santé a-t-elle un coût ou une valeur? Eh bien, la crise Covid nous a permis de nous poser cette question. Tout d'un coup, la vie avait une valeur inouïe, mais elle avait aussi un coût économique, un coût psychologique et je dirais psychiatrique. En tant que psychiatre dans un grand hôpital de gériatrie de la région parisienne, de près de 1000 personnes, j'ai eu, au mois de mars, avril, mai, à affronter non seulement une crise des valeurs, d'accueil, de visite, mais une crise au niveau de la protection des soignants. Nous n'avions pas de masque, pas de tenue à usage unique. Lorsque nous avons vu les décès s'accumuler, les familles endeuillées ne pas pouvoir accompagner les leurs jusqu'à leur dernière demeure, ça a été un effondrement ontologique pour nous. Voilà, eh bien, mon regard de théologien, nourri notamment de l'expérience de médecin, comme celui du docteur Desnouettes, rejoindrait ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que, bien sûr, la santé a un coût. Le budget de la santé en France en 2018 était de 200 milliards d'euros, mais nous sentons bien que la vie est avant tout un don que l'on reçoit, un don à protéger. Et je me référerai volontiers à cette grande encyclique sociale de Benoît XVI, Caritas in Veritate, la charité dans la vérité, où il incitait le monde économique à intégrer la dimension de gratuité dans l'économie, non pas en dehors de l'économie, mais dans l'économie. Il me semble que ça s'applique tout particulièrement au monde de la santé. Donc, savoir, bien sûr, gérer, il y a une responsabilité de gestion des coûts, mais toujours se souvenir que les soignants sont au service de ceux qui, quelle que soit leur pathologie, s'adressent à eux avec une certaine demande d'un secours, et qui ne peut pas être résolu uniquement par des questions techniques ou financières. L'hôpital était déjà en crise avant la Covid, en crise parce que nous souffrons des réformes depuis plus de 20 ans, qui vise à numériser l'être à l'autre, qui vise à rentabiliser. Or, vous savez que le budget d'un hôpital, c'est 80% de personnel et de personnel de santé. La seule variable d'ajustement est de supprimer. Alors, nos grands ordonnateurs suppriment des lignes, mais ce sont les personnes qu'il y a derrière. Et plus personne ne s'y reconnaît, parce que notre métier, le cœur de notre métier, vous l'avez bien dit mon père, c'est l'accueil, c'est le don de soi, c'est donner d'abord pour recevoir. Et nous n'avons plus le temps puisqu'on nous demande en permanence de faire du reporting, d'expliquer ce qu'on a fait, de tracer, de compter, d'incrémenter des logiciels. Et on passe plus de temps à faire ces tâches-là qu'à être auprès de nos malades. Alors moi, j'ai la chance d'être psychiatre et donc les psychiatres ne sont pas soumis à la fameuse T2A, tarification à l'activité. Et nous sommes de grands résistants. Et donc je prends le temps avec mes patients qui sont très âgés et très vulnérables. Et ce temps m'est reproché parce que je ne fais pas assez d'actes. L'acte d'être à l'autre ne peut pas se compter. L'être à l'autre est gratuit, vous l'avez bien dit, et il faut qu'on ait la condition de possibilité de l'ouverture à l'autre, une chambre d'écho à la souffrance de l'autre. Et cette prise en charge holistique que j'appelle de mes voeux, ce qu'on appelle aujourd'hui le care, la prise en charge globale, passe par l'accueil, passe par le temps d'une écoute attentive jusqu'au bout, du moment où la personne va rentrer dans mon établissement, jusque parfois la fin de vie.
il est urgent de revoir la comptabilité dans les hôpitaux publics. Le Ségur de la santé nous avait promis ça, on l'attend toujours, et il y a beaucoup de désespérance et de déception en ce moment dans les hôpitaux publics. Il y a eu une grande réforme tout à fait bénéfique en 1958, conduite par Bernard Debré, autour de l'hôpital, de la chirurgie, des soins intensifs. Voilà. Aujourd'hui, sans oublier ce secteur bien sûr, il y a toutes les maladies chroniques, il y a la vieillesse, et le docteur Desnouettes en témoignait, et indirectement j'en étais acteur, c'est-à-dire qu'on a vu dans cette crise tout se concentrait tellement sur la réanimation que la gériatrie, que les EHPAD ont eu un sentiment d'abandon. Alors, les choses ne sont jamais simples, mais comment prendre en compte aujourd'hui ce premier facteur, qu'il faut un rééquilibre par rapport à une réforme qui marque encore la santé d'aujourd'hui, qui a été tout à fait utile, mais comme le professeur Grimaldi le disait, le professeur Bernard Debré lui-même disait dans les années 70 qu'il fallait passer à autre chose. Et il me semble que cette crise nous invite, là encore j'ai un regard un peu extérieur, même si j'ai moi-même été administrateur d'établissements de santé pendant plusieurs années, mais cette coopération. Pour prendre un exemple, nous avons 3 secteurs en France, le secteur public, le secteur privé et le secteur privé non lucratif. Mais il y a d'ailleurs un mouvement depuis quelques années de coopération plutôt que de concurrence. Il y a eu un moment où les hôpitaux privés, notamment, ont dit « mais nous, on est prêts à aider » et on a l'impression d'être gardé à l'écart. Donc ça, c'est certainement une première chose. Une deuxième chose que je dirais, il y en a peut-être d'autres, mais le docteur Desnouettes le dira mieux que moi, le docteur Desnouettes a évoqué la tarification à l'activité. Voilà. Tarification à l'activité est le symbole même d'une dérive, je dirais, de modèle d'entreprise poussé trop loin. Si vous me permettez de revenir à cette encyclique de Benoît XVI, La charité dans la vérité, il prônait ce qu'il appelait une hybridation de l'esprit d'entreprise, c'est-à-dire comment prendre en compte ce qu'il y a de bien dans l'entreprise, c'est-à-dire des facteurs de gestion, des indicateurs financiers nécessaires, mais ne pas, notamment dans le domaine de la santé, être dans cette logique qui finit par faire exploser le monde soignant, qui a l'impression d'être dépossédé de sa vocation première, et où on entre dans une logique de l'offre et de la demande qui est bon ni pour la médecine, ni pour les patients, ni pour les médecins. Mais je laisse peut-être la parole au docteur Desnouettes. Vous avez très bien résumé ce qui nous anime en ce moment. Pas de concurrence, travailler ensemble. L'hybridation, ce sont ce qu'on appelle des ESPIC, des établissements privés non lucratifs. Et c'est un modèle fort intéressant. Mais quand on refait un petit peu d'histoire, pour en revenir sur les promesses de la médecine uniquement technique, eh bien, on finit par perdre l'homme. Et notre métier de soignant est le plus beau des métiers. Il faut qu'on nous donne des moyens et des moyens humains pour le réaliser, et pas que de la quantification de nos actes, qui déshumanise complètement la prise en charge de nos patients. Mon espoir, c'est que les sciences humaines reviennent en fac de médecine. Et elles reviennent. Dans ma faculté qui est à Créteil, on a recruté 2 philosophes en première année de médecine. Donc les humanités médicales reviennent, et ça c'est un mouvement d'espoir inouï. Donc apprendre à travailler ensemble, à mieux se connaître, ça c'est quelque chose qui doit nous mouvoir et être promu pour les années à venir. Alors la société plus inclusive, évidemment qu'on l'appelle de nos voeux, mais c'est extrêmement compliqué quand vous venez à l'hôpital public, en ce qui concerne les personnes âgées et ceux que je connais, puisque je travaille en banlieue parisienne. On vous demande d'abord, avez-vous une bonne mutuelle ? Avez-vous un réseau social qui puisse vous aider ? Sinon,
c'est l'assistance publique, hein, c'est l'assistance au public, avec une péjoration de tout ça. Donc, la société plus inclusive est très compliquée à mettre en œuvre. Elle ne se décrète pas, elle se tisse. C'est une culture de la proximité. Donc, à la fois, continuer de prôner ces valeurs d'accueil, de fraternité. Ces valeurs doivent être vraiment comme une boîte de pétri, mise en culture et s'aimer tout autour de nous par des petites choses. Mais pour que les petites choses puissent naître, il faut qu'il y ait une ambiance au niveau de nos politiques qui nous donne, qui nous guide, qui nous donne des outils pour dire, voilà, dans ce cadre-là, voilà ce qu'on peut vous proposer, voilà comment est-ce qu'on peut continuer à promouvoir des soins de qualité, parce qu'un soin technique n'est pas forcément un soin de qualité. Il l'est dans sa technicité, mais pas forcément dans les valeurs d'accueil et d'hébergement. Oui, pour ma part, j'articulerai les choses autour de 3 mots. Le premier, nous l'avons déjà évoqué, celui de solidarité. Et si je reviens sur ces 3 secteurs que nous avons, et effectivement, sans que ce soit du tout, à mon avis, le seul secteur possible, mais le privé non lucratif est un modèle intéressant qui est beaucoup plus développé dans d'autres pays qu'en France, et peut-être qu'on mériterait de le connaître mieux en France, mais si on est dans un décalage trop grand entre ces secteurs, par exemple, ou entre ce qui est assuré comme salaire aux médecins et aux soignants du public est tellement en décalage avec ce qu'il y a dans le privé, vous finissez par avoir une médecine à 2 vitesses qui ne correspond pas à cet élan de solidarité. Donc, certainement prendre ça en compte. Nous avons évoqué la T2A, d'autres disent oui, mais attention, la dotation globale qu'il y avait avant, c'était pas mieux, pour d'autres raisons, il y a beaucoup de gaspillage. Comment, très concrètement, moduler selon le soin, en psychiatrie, c'est pas la même chose qu'en chirurgie cardiaque, le mode de tarification, par exemple. Donc, solidarité. Ensuite, je reprendrai un thème que Véronique a mis en avant, qui est celui de la proximité. Ce qui est fait, alors certains le critiquent, mais voilà, c'est les groupements hospitaliers de territoire, c'est une idée de coopération sur place, les maisons de santé pluridisciplinaires. Donc il y a des atouts, je pense, à pouvoir encourager pour cette proximité. Et enfin, j'ajouterai la tempérance. Le philosophe Paul Ricoeur disait « on demande souvent trop à la médecine ». Il y a aussi ce formidable développement technique dont nous bénéficions tous dans la médecine, mais qui a peut-être encouragé, avec les tendances financières que nous soulignons, à être dans une surenchère de l'offre et de la demande. Nous avons tous à nous poser la question, et cette pandémie nous ramène forcément à cette question, mais au fond, qu'est-ce qui est essentiel ? Est-ce que nous avons systématiquement besoin de prolonger notre vie, de demander le maximum. Alors évidemment, c'est toute une philosophie de la vie. Et nous avons bien vu dans cette pandémie le décalage entre une sorte d'impératif absolu que l'on peut comprendre, bien sûr, de limiter le nombre de morts absolus, mais la grande question, et nous hésitons tous, bien sûr, mais c'est faut-il paralyser tout et finalement vivoter ? Je parle encore une fois en croyant, donc en quelqu'un qui pense que nous passons sur cette terre qui a toute sa valeur, mais que nous allons non pas vers le néant, mais vers une vie plus intense après. C'est vrai que dans nos sociétés sécularisées, on est tellement concentré sur cette vie-ci qu'on finit par privilégier le vivoter plutôt que le vivre. Donc voilà, solidarité, proximité, tempérance, surtout pour nos sociétés occidentales finalement beaucoup plus riches que d'autres, sont 3 axes, ce ne sont pas les seuls, mais qui peuvent nous aider à l'avenir, à une médecine plus humaine, et dans cet élan de fraternité qui, au fond, est la richesse des relations humaines. La vie m'a dit ose-moi, reconnais-toi en l'autre, car l'autre est un autre toi. La vie m'a dit qu'elle était plus grande que tout ce que l'on croit. Abondante pour l'imaginosphère. Elle m'a dit ma puissance est en toi. Fais le vide et retrouve la paix, le vide et retrouve toi. Lumière divine, oui, bien plus grande que tout ce que l'on voit.